Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Question d'actu, le Round-up. Ce soir, il sera question d'abord des relations algéro-somaliennes avec la visite officielle de 3 jours à Alger du président somalien. Les deux chefs d'État y ont affirmé leur convergence de vues sur des dossiers africains et arabes et une volonté commune aussi de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie pharmaceutique ainsi que de l'enseignement supérieur. Les deux pays ont d'ailleurs signé de nombreux contrats, de nombreux accords dans ces domaines. La situation au Mali voisin, à la fois désolante et inquiétante après près d'une quinzaine d'années de présence militaire étrangère qui devait en tout cas sur le papier enrayer la poussée des groupes armés dans le pays. Bamako se retrouve à la case départ désormais. Là où tout a commencé, rappelez-vous, en 2012, avec la première intervention militaire française baptisée Serval. Depuis, les groupes armés ont d'abord renforcé leur ancrage national, asphyxiant plusieurs axes vitaux du pays. Ils auraient aujourd'hui un calendrier politique après le renversement de la junte au pouvoir. On en parlera avec nos consultants et nos invités. Nous aborderons également la tragédie humaine qui se joue au Soudan dans l'indifférence internationale, à la fois des médias et des grandes institutions du monde. Là encore, une guerre par procuration, un génocide, un nettoyage ethnique et un pillage des ressources du pays sont organisés notamment dans la région d'El Fasher, la capitale assiégée du Darfour du Nord. On en parlera en troisième partie d'émission. Avec nous, je vous disais, nos consultants. Zine Cherfaoui, bonsoir. Bonsoir Samia. Merci d'être avec nous. Sami Kaidi, bonsoir à vous également. Bonsoir. Et Monsieur Kaoubi, Monsieur Mahmoud Kaoubi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Zine Cherfaoui. Oui. Et pour parler, je le disais, des relations algéro-somaliennes, il faudrait peut-être commencer par dire qu'elles sont d'abord basées sur une grande solidarité. Alger a toujours soutenu les efforts de Mogadiscio dans sa quête de stabilité, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Oui, absolument. Donc là, encore une fois, l'Algérie montre un peu, disons, ses choix doctrinaires qui consistent d'abord à privilégier une diplomatie panafricaine. Et il est bien que l'Algérie s'intéresse à un pays comme la Somalie. C'est un pays qui a besoin d'aide. C'est un pays en construction ou en reconstruction. C'est un pays qui n'a en réalité jamais eu le temps de se construire depuis son indépendance en 1960. Ce pays a vécu des séries de tragédies et il n'arrive pas à en sortir. Donc le pays fait face à un groupe terroriste fait face au terrorisme depuis maintenant près d'une vingtaine d'années. Et à chaque fois qu'il y a des progrès, donc ces progrès sont... Il y a des progrès, on va en parler tout à l'heure. Tout de même des progrès économiques, compte tenu de la situation qu'a connue ce pays. C'est-à-dire c'est relativement appréciable. Alors au plan sécuritaire, actuellement la situation... Sécuritaire économique. Oui, alors au plan sécuritaire, actuellement la situation n'est pas bonne. Il y a eu des progrès il y a 3-4 ans. Ces progrès ont été, si vous voulez, remis en cause. Ou si vous voulez, il y a eu un regain du terrorisme tout simplement parce que la mission africaine qui est chargée d'épauler la Somalie dans sa lutte contre le terrorisme manque cruellement de moyens. Donc on est passé de la MISOM à l'ATMIS, à l'OSUM et actuellement cette dernière mission manque de moyens et donc forcément on assiste à un recul, plutôt à une avancée des groupes terroristes. Et puis bon, il n'y a pas que ça en Somalie. C'est un pays extrêmement fragmenté. Alors c'est un pays fédéral, donc officiellement, il y a un système fédéral qui est censé régir les 7 États qui constituent la Somalie. Vous avez déjà au moins deux États fédéraux qui ont proclamé leur indépendance. Bon, ils ne sont reconnus par personne. Vous avez le Somaliland, vous avez le Puntland, vous avez le centre du pays, le sud du pays qui est pratiquement sous le contrôle des Chebabs. Et au final, le gouvernement fédéral ne gère que quelques États et en plus des États qui sont extrêmement pauvres. Donc voilà un peu la situation dans laquelle... Et juste pour revenir à la question, parce qu'on va détailler un petit peu, y compris l'économie de la Somalie, juste pour parler des relations algéro-somaliennes. Je le disais, elles sont bâties sur la solidarité. Alger a toujours participé
directement ou indirectement d'ailleurs à la stabilité de ce pays. Oui, absolument. Donc l'Algérie a commencé à... il y a très longtemps, depuis que l'Algérie a commencé à aider la Somalie, moi j'y suis allé en 2010 et c'est sur place que j'ai appris que l'Algérie aidait beaucoup la Somalie sur le plan sécuritaire. Oui. Donc l'Algérie a mis à disposition de l'AMISOM à l'époque ces avions pour transporter les troupes qui devaient constituer donc les contingents de l'Union africaine qui devait aider la Somalie à combattre le terrorisme. L'Algérie fait beaucoup faisait beaucoup déjà à l'époque en matière de renseignement. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, ce n'est qu'une brique de plus, qu'une pierre de plus dans l'édifice des relations algéro-somaliennes. Et je suis sûr que l'Algérie fait beaucoup plus que ça. Donc là, à l'époque, j'y suis allé justement pour faire le point sur la situation sécuritaire à l'époque. Mais bon, au plan économique, au plan diplomatique, l'Algérie fait beaucoup aussi pour soutenir la Somalie, pour permettre à ce pays de bâtir un État comme... Alors, il y a des réformes qui ont été engagées justement, qui ont permis à la Somalie de retrouver une forme de stabilité, je ne sais pas, mais en tout cas de résilience institutionnelle et politique. Sami Kaïdi, que représente la Somalie selon vous dans les relations entre notre pays et ce pays justement, et Mogadiscio? Alors même si la Somalie est composée de 20 millions d'habitants et que le PIB de ce pays n'est pas élevé, la place de la Somalie est centrale, elle est fondamentale dans la région de la Corne de l'Afrique, car ce pays est au cœur des routes maritimes et commerciales, quelques encablures du golfe d'Aden au nord du pays et de Bab el-Mandeb, qui est ce passage extrêmement stratégique où la majorité des flux en hydrocarbures passent par ce couloir énergétique, si je puis dire. Donc la place de la Somalie est fondamentale, elle est stratégique. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier aussi cette position quand même de la Corne de l'Afrique qui contribue énormément pour le continent. Par la suite, c'est pour ça que l'Algérie contribue justement à sa stabilité. Tout à fait. Donc, stabilité de l'ensemble de la région. Et il y a un autre facteur supplémentaire qu'il faut mettre en évidence, c'est le fait que l'Algérie apporte sa contribution et son soutien à l'ensemble des pays du continent, c'est-à-dire que ces pays soient faibles ou puissants, il y a le même répondant, et l'Algérie met à profit son expérience, son expertise dans divers domaines, notamment en termes d'hydrocarbures, de sécurité, sur le plan et aussi de la santé, de la production pharmaceutique notamment. Donc l'Algérie contribue à partager son expérience dans une vision purement et profondément panafricaine, et ce n'est pas nouveau pour notre pays. Il faut rappeler que l'Algérie est l'un des premiers pays qui, dès les années 70, avait compris que l'enjeu était une meilleure répartition des richesses et une meilleure équité dans le partage des richesses globales et mondiales. Exactement, et l'Algérie, donc, depuis les années 70, appelle à une réforme structurelle de l'ordre économique international avec finalement un partage entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud beaucoup plus juste. Et aujourd'hui, de nombreux pays africains, dont la Somalie, ont compris que Alger constitue un partenaire fidèle et un partenaire qui n'a qu'un seul intérêt, c'est le développement du continent et la stabilité et dans les intérêts uniques et suprêmes des peuples d'Afrique. Monsieur Mahfoud Kaoubi, la dette extérieure de la Somalie a été réduite en 2018 de 64% à moins de 6% fin 2023, ce qui aurait permis à ce pays de réintégrer le système financier mondial. On dit que c'est même un cas plutôt rare en Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Oui, effectivement, à côté des points négatifs qui caractérise l'économie somalienne, il y a quand même des réalisations durant les dernières années. Donc un redressement de la situation économique traduit un taux de croissance moyen de 4,6%, quand bien même sur les 2 dernières années, il n'y a eu que de 2,1% de taux de croissance, mais une dette qui pesait énormément et qui a pu être négociée d'une part par rapport à des dettes qui étaient effacées, mais aussi
par rapport à une volonté de redresser une situation qui était critique. Il faut dire une chose importante, que la Somalie est encore un des États qui illustre le paradoxe africain. Un pays qui dispose d'énormes moyens. Samy parlait de sa situation stratégique. Sa position stratégique, donc qui devrait lui ouvrir les portes de coopération et de partenariat avec des pays étrangers. La situation, dans la réalité, est loin de ce potentiel. Mais on a toujours fait en sorte de déstabiliser ce pays aussi, monsieur. Tout à fait. Justement, j'arrive à cet élément important par rapport aussi à l'ambition de l'Algérie de construire un socle solide en matière de construction économique, d'un marché commun africain, mais qui ne peut être réalisé sans qu'il y ait de la stabilité. On ne peut pas construire une économie forte si on n'a pas un État fort. Fort par ses institutions, stables, mais aussi par des institutions techniquement capables de se projeter et de mettre en œuvre des stratégies. Mettre en œuvre des stratégies, c'est rentrer dans des coopérations. Et l'Algérie, forte de sa conviction de cette coopération sud-sud, du moment où beaucoup de pays interviennent en Afrique, que ce soit dans le Sahel, que ce soit dans la Corne de l'Afrique, que ce soit ailleurs. On peut même dire que l'Afrique n'a jamais été aussi instable. En ce moment, les 5 régions du continent sont touchées par les conflictualités armées. Et cette instabilité vise justement à fragiliser l'Afrique et pour qu'elle soit cette proie pour les autres forces qui se disputent les espaces. Et l'Afrique, c'est l'espace qui est très convoité par excellence. Sécuriser les approvisionnements et trouver un marché fort de 1,4 milliard de consommateurs, c'est ce que l'Afrique représente. Donc, pour revenir à la Somalie, un potentiel dans le domaine de l'agriculture, on va y revenir, dans le domaine de l'élevage, mais surtout des gisements et des réserves pétrolières très importantes. Donc, ce paradoxe doit être dépassé, le défi doit être soulevé par la construction du capital humain, d'où cette ambition de l'Algérie de coopérer dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine de la santé. Construire une économie nécessite de l'énergie, des investissements dans le domaine. L'Algérie a sa maîtrise, aussi bien dans le domaine des hydrocarbures que dans le domaine des autres, et puis des autres secteurs d'activité qui sont potentiellement très porteurs. Maintenant, il y a la réalité et puis il y a l'ambition. Et l'ambition se construit par la volonté des deux parties et par les capacités. Évidemment, endiguer aussi le problème sécuritaire. L'instabilité, on ne peut pas. On ne peut rien construire sans stabilité. Vous vouliez ajouter quelque chose à Oui, alors la Somalie est le point de départ d'un arc de crise qui va de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique, donc qui passe par la Somalie, un peu l'Éthiopie, le Soudan, le Niger, le Mali, jusqu'au Sénégal. Et donc, si on veut que la Somalie revienne dans le concert des nations, bâtisse un État, etc., donc il est impérieux de régler la question du terrorisme. Aujourd'hui, si on ne règle pas cette question, je pense tous les efforts consistants à relever ce pays risqueraient d'être compromis. La Somalie est l'un des rares pays à faire face à un terrorisme qui est d'une rare résilience, d'une rare violence. Et donc, et le problème, parce qu'il est soutenu et armé. Oui, et en plus, les Chebabs sont en train de gagner du terrain. Ils descendent au Kenya, ils vont jusqu'au Mozambique. Donc, il y a un groupe terroriste au Mozambique qui se revendique des Chebabs, ou du moins qui ont une même affiliation. Et aujourd'hui, des études montrent aussi qu'il y a des contacts entre Boko Haram au Nigeria, entre le JNIM au Mali, entre les Chebabs en Somalie. Il y a même des formations aujourd'hui composites, un peu à l'image de ce qui se passe au Mali, par exemple. Il y a des bizarreries. Aujourd'hui, il ne serait pas étonnant, par exemple, de voir l'État islamique. D'ailleurs, une partie des Chebabs aurait prêté aussi allégeance à l'État islamique. Donc aujourd'hui, la Somalie, en même temps, la Somalie, ce qui se passe actuellement en Somalie, c'est un peu un héritage de la guerre froide, etc.
etc. Des puissances se sont disputées antagoniques se sont disputés pendant longtemps la Somalie, mais fondamentalement le problème de la Somalie s'explique aussi par des éléments internes. Il y a une difficulté presque, j'allais dire, atavique des Somaliens à bâtir un État au sens moderne du terme. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, au lendemain des indépendances, il y a des États qui réussissent, des pays qui réussissent et d'autres non. Il y a une difficulté des pays africains à bâtir des États viables. Pour quelle raison? On parlait de la position stratégique de la Somalie, qui représente un enjeu économique majeur pour les grandes puissances. Donc, c'est un pays, comme on disait, qui a toujours été déstabilisé par des groupes armés qui sont continuellement financés, soutenus. Forcément, on ne peut pas construire un État viable, démocratique. Il y a des pays qui sont plus ciblés que d'autres. Cette fragilité s'explique à la fois par des éléments internes et par des évidemment, il y a externes. des éléments internes. Et là, c'est là où le rapprochement entre l'Algérie et la Somalie, ou du moins le rapprochement de la Somalie de l'Algérie, peut être intéressant pour les Somaliens. Donc, la Somalie ne s'entend pas beaucoup avec l'Éthiopie. La Somalie ne s'entend pas beaucoup pour des raisons historiques, mais il faudrait une autre émission pour expliquer tout cela. Les Éthiopiens, si vous avez suivi l'actualité, ont passé un accord avec le Somaliland pour avoir un corridor pour passer à la mer Rouge. Comme l'Algérie s'entend bien avec l'Éthiopie, avec la Somalie, elle pourrait être un élément d'apaisement dans la région. L'Algérie s'entend bien avec le Kenya, etc. Elle peut réduire les tensions qui peuvent exister entre la Somalie et le Kenya aussi. L'Algérie, donc on l'a dit en début d'émission, peut donner un sacré coup de main à la Somalie dans le domaine de la lutte antiterroriste. Ouais. Donc tout le monde gagne. L'Algérie, en se projetant en Somalie, gagne aussi en influence. Bon, il ne faut pas oublier aussi que la Somalie est membre non permanent du Conseil de sécurité. Oui, alors vous parliez justement, tout à l'heure vous avez dit que la Somalie revienne dans le concert des nations. Oui. Elle y est déjà d'une certaine manière. Elle est dans le groupe des A3+, etc. Donc, les membres non permanents, oui, c'est pas rien. La magie de la rotation qui fait qu'aujourd'hui... Oui, mais tout de même. Oui, bon... C'était pas le cas. Et elle était sous forme d'isolement pendant des décennies, la Somalie. Oui, alors, bon, la chance, c'est que la Somalie aura la lourde responsabilité durant les 2 prochaines années de parler à la fois au nom des Africains, au nom des Arabes et pourquoi pas même au nom des musulmans. Donc là, l'Algérie, ayant une sacrée expérience au sein du Conseil de sécurité, justement, peut être de bons conseils pour la Somalie. Mais au-delà, c'est bon aussi pour l'Algérie d'avoir aussi cette projection dans la corne de l'Afrique, qui est une région extrêmement convoitée, extrêmement disputée. Il y a les Qataris, il y a les Émiratis, il y a les Turcs, etc. Donc il y a des en général, ce sont les mêmes d'ailleurs. Oui, en Libye. Il y a des puissances qui aident la Somalie à se relever, mais il y en a d'autres aussi qui sont là pour se servir. Sami Kaïdi, pour les domaines de coopération qui ont donc été identifiés, il y a l'agriculture aussi, qui représente un énorme... enfin, en tout cas, que la Somalie compte beaucoup sur ce secteur-là. On pourrait faire des échanges intéressants. Et les hydrocarbures, on posera la question tout à l'heure à M. Mahfoud Kaoubi. Et il y a le secteur... de l'enseignement supérieur également. De l'enseignement supérieur et de l'industrie pharmaceutique. Voilà, l'industrie pharmaceutique, effectivement. D'ailleurs, le président somalien a visité une unité de production de Saïdaï, qui est une unité particulière qui produit des anticancéreux et des médicaments contre donc, les maladies chroniques. Sur le plan de l'agriculture, c'est un secteur très important compte tenu du fait que 60% du PIB de la Somalie est le fruit de la production agricole et de l'élevage de la Somalie. Donc la visite du président somalien s'est soldée par la signature de 6 accords et mémorandums d'entente, notamment en termes d'enseignement supérieur, où 110 étudiants somaliens poursuivront leurs études en Algérie dans l'année qui vient en 2026 jusqu'en 2027. Donc on voit bien qu'il y a un renforcement qui touche plusieurs secteurs, notamment l'enseignement supérieur, où ces étudiants pourront se former et apporter une valeur ajoutée à leur pays. Ce qui est aussi judicieux, c'est quand même
ce qui a été discuté, c'est-à-dire qu'on a jeté les jalons d'une coopération qui ne manquera pas d'être fructueuse, compte tenu du fait que les deux présidents ont décidé de l'installation d'une commission mixte interministérielle, intergouvernementale, tout à fait, et qui aura à suivre en fait la mise en œuvre de tous ces accords qui ont été signés. Donc il y a la volonté. Il y a une volonté claire. D'ailleurs, il y a un autre fait qui est assez marquant, c'est que les deux chefs d'État ont décidé de lever les visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Et là, on voit qu'il y a la mise en place de relations qui vont devenir de plus en plus étroites avec des visites des délégations respectives des deux pays. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que en termes d'hydrocarbures aussi, l'Algérie mettra à disposition de ce pays. Voilà, c'était justement l'objet de ma question. Voilà, son expertise. Oui. Et son expertise. Parce qu'il y a un potentiel important. Il y a un potentiel important car la Somalie est un producteur méconnu d'hydrocarbures et particulièrement de pétrole. Hein. Producteur pas encore. Enfin, ils sont encore au forage. Un potentiel assez conséquent. Mais il y a bientôt les forages qui seront lancés dans plusieurs. Les grandes entreprises américaines déjà s'intéressent. Exxon est là-bas, Total aussi. Donc, il est inconcevable. Ça pourrait aussi changer la donne pétrolière en Afrique. Sûr. Il y a des expériences qui sont là, que le pétrole est cette manne qui pourrait bouleverser et assurer une transformation rapide. Les cartes. Tout à fait. Donc, c'est pour cela qu'il est indispensable que les opportunités soient explorées à temps et que il faut avoir de l'ambition. Sonatrach a dans son programme de s'exporter. Pas d'exporter uniquement, mais d'exporter son expertise, de tisser des partenariats avec des grandes entreprises et avec... Donc c'est pour cela que je pense que cette ambition d'être présent sur le marché extérieur pourrait passer par la Somalie si des opportunités. Maintenant, il faut avancer, il faut aller vers les choses les plus précises et de construire des partenariats gagnant-gagnant. Surtout en termes d'industrie pharmaceutique. Pourquoi c'est particulier? C'est que faut savoir que le continent africain importe 70% de ses besoins en médicaments et 99% des vaccins qui sont présents sur le continent africain sont importés. Alors que l'Algérie a connu une véritable révolution en termes de production pharmaceutique. Le pays produisait 50% des besoins du marché national en 2019, donc 52%. Ce chiffre est passé quand même à 70% en 2022 et atteint 82% en 2025. Donc nous avons connu un boom sans précédent et on peut faire bénéficier la Somalie et d'autres pays africains, effectivement, dans cette niche-là, dans ce secteur particulier. Et tu sais, amis, parce qu'au-delà d'exportation des produits, il faut exporter, il faut être présent. Donc en Afrique, c'est important de créer des joint ventures, d'investir, de produire là-bas. Parce que c'est important. Ce paradigme, la nature ayant horreur du vide, donc il faut être changeant présent. De paradigme. Il faut être présent. Voilà, il faut être ambitieux et s'exporter. Il faut être présent, mais bon... nous devons aussi un devoir de vérité. Il est vrai que le capital investi en Somalie en ce moment est un capital assez risqué aussi. C'est un pays extrêmement instable, extrêmement fragmenté, et investir en Somalie peut aussi s'avérer risqué aussi, parce que à chaque fois qu'il y a une avancée, celle-ci est remise en cause, soit par des conflits tribaux, soit qu'il y ait des conflits entre États. Et quand ce n'est pas tout ça, c'est le problème de l'insécurité. Il est absolument urgent aujourd'hui que la Somalie sécurise tout, le gouvernement fédéral somalien sécurise tout son territoire, ce qui peut sembler quand même une mission assez difficile, compliquée à court terme. L'exemple du Rwanda, il est révélateur. Donc un pays qui vivait des situations de guerre civile, presque, bon, je ne connais pas très bien la situation sécuritaire politique, mais il y a des transformations qui peuvent se faire vite. Maintenant, avoir une veille, être présent, saisir des opportunités, c'est comme ça qu'on peut construire. Et je pense qu'au-delà de... Même parfois, en présence d'instabilité, l'économie peut tourner. La différence est là.
Toute la différence est là, parce que c'est vrai que les situations difficiles aussi peuvent ouvrir les portes à certaines opportunités. Maintenant, il faut avoir l'organisation, toute l'organisation, sécuritaire, financière, économique. C'est ce qu'on appelle les systèmes de veille qui permettent donc de tirer profit, et tout en risquant, on peut avoir des positions dans des pays étrangers. On va vous remercier, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Merci d'avoir été avec nous, et on va passer à la deuxième thématique de cette émission. Je vous le disais, la situation au Mali, à la fois désolante et inquiétante. Après près d'une quinzaine d'années donc de présence militaire étrangère, le Mali, ou Bamako, revient finalement à la case départ avec une insécurité chronique. On parle d'ailleurs de la faillite du gouvernement ou des forces régulières dans le pays. Avec nous depuis Paris, Ismaël Sako, ancien collaborateur de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta et coordinateur de la coalition Sahel Démocratie. Bonsoir Monsieur Sako, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi qui suis heureux d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. Alors on va tenter de comprendre avec vous ce qui se passe dans votre pays. Depuis au moins le mois de septembre, les groupes armés du JNIM imposent des blocus sévères sur plusieurs localités du pays et sur les convois de carburant. On va revenir sur cette crise du carburant parce qu'elle n'est pas faite par hasard. Et c'est la stratégie d'étranglement de l'ensemble finalement de l'économie malienne. D'abord, comment expliquer la recomposition de ces forces, de ces groupes armés dans presque l'ensemble, ou en tout cas sur des points importants du pays? Je réitère mes salutations à mes co-débatteurs sur ce plateau, et remercier aussi la chaîne qui me reçoit pour parler de la situation du Mali, un pays du Sahel qui reste quand même un allié, un proche de l'Algérie et des pays du Maghreb en général. Le Mali, sous Assimi Goïta, est devenu un pays à risque, un pays étranglé économiquement, un pays vassalisé, piégé par un despote avilissant. Depuis bientôt 6 mois, le JNIM, qui est un groupe terroriste, a réussi à mettre Bamako à mal et à mettre la junte dirigée par Assimi Goïta à pilori. À pilori parce que l'armée malienne, qui est restée fidèle à Goïta, a du mal à repousser le JNIM, qui, de plus en plus, Bamako est encerclé. Bamako est presque en état de siège. Et pas que Bamako, parce que le Mali ne se résume pas à Bamako. Vous avez les grands axes routiers de la Côte d'Ivoire à Bamako, en passant par Sikasso, les axes routiers du Sénégal, en passant par Caille vers Bamako, aussi la région de Nioro, qui sont des zones aujourd'hui sous contrôle du JNIM, qui empêche le carburant de rentrer, de ravitailler les villes, les grandes villes et les Bamako. Le Mali est donc étouffé, en plus de cette crise énergétique qui est l'or noir. Il y a aussi l'absence d'électricité qui n'est distribuée aux Maliens qu'à peine à 6 heures par jour. Il y a des zones qui font 1 mois sans électricité, et il y a des zones qui ont connu, la région de Mopti a connu presque une dizaine de jours sans carburant. Des villes se vident, des gens ne sortent plus, l'économie est complètement à terre. Alors justement, Monsieur Sako, juste pour ouvrir la parenthèse sur cette crise du carburant dont je disais qu'elle n'était pas anodine, c'est une façon de paralyser le pays. Elle n'est pas faite par hasard. Oui, l'objectif du JNIM, c'est de paralyser d'abord le pays. D'abord, sur le plan sécuritaire, ils ont réussi à mettre à mal le peu des militaires qui sont restés fidèles à Goïta. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'au sein de l'armée, il y a une grande fissure. Il y a des figures emblématiques qui ont été arrêtées pour déstabilisation. Oui. Les militaires maliens, majoritairement, refusent d'aller se battre. Pendant que l'armée refuse de se battre, pendant que l'armée est divisée sous Assimi Goïta, le JNIM gagne du terrain. Le JNIM, fort malheureusement, je condamne quand même quelques exactions du JNIM où certains sont tués à tort. C'est une grosse erreur de la part du JNIM, mais il faut reconnaître que si le JNIM a gagné du terrain, c'est parce que l'armée malienne de Goïta a du mal à faire face au JNIM. Et que finalement, c'est le JNIM qui propose ses services pour rétablir la justice dans certaines zones où c'est des populations qui ont été massacrées,
des exactions contre des chefs de famille qui ont été expropriés de leurs parcelles, c'est finalement pas que le GNIM. Ce n'est pas un combat forcément idéologiquement religieux, c'est aussi des groupes armés révolutionnaires, des Maliens du Mali, qui ont décidé d'aller dans la désobéissance civile vers un régime dictatorial sans pour qui autant, n'écoute pas. sans pour autant s'allier au GNIM, c'est ce que vous dites? Non, ils sont quand même alliés, ils sont affiliés au GNIM aujourd'hui, tel que le GNIM est affilié à Al-Qaïda, des groupes armés révolutionnaires qui ne se reconnaissent pas dans la gouvernance de Goïta dictatoriale, dans la gouvernance économique, dans la gabegie, la corruption de Goïta, qui a mis en place, Goïta, une stratégie de moi ou le chaos, moi ou rien. Oui. Et les Maliens qui ne se reconnaissent pas en cela ont décidé de s'organiser autrement et de s'affilier au GNIM sans être membre du GNIM, sans être forcément, sans épouser l'idéologie religieuse du GNIM. Mais ils épousent le mode opératoire qui consiste à étrangler l'économie malienne pour que, à un moment donné, qu'on comprenne que Goïta, qui a décidé de mettre le Mali en autarcie, de vivre seul, de chasser des alliés et de combattre les pays voisins à tort, ne pèse pas, il est incapable, et que les Maliens se rebellent, se révoltent. Donc il y a une révolution des dignités du Mali. À quel point, Monsieur Sako, cette rébellion des Maliens est importante? Dans quelle région elle est visible selon vous? Mais elle est visible presque dans les grandes villes. Vous prenez la région de Caille. La région de Caille, à un moment donné, il y a même la compagnie de transport Diara Transport qui relie Bamako à Caille jusqu'au Sénégal, qui a dû suspendre ses activités, qui a dû faire allégeance au GNIM pour reprendre ses activités. Et Bamako a dû volontairement prendre une décision pour la suspendre. Comme quoi, Goïta ne pense pas au bien-être de la population, ne pense qu'à son pouvoir, fait tout pour apporter le malheur et exporter ce malheur. Donc vous avez la région de Caille, vous avez la région de Nioro qui a été sous blocus, vous avez la région de Sikasso qui aujourd'hui est prise par le GNIM, la région de Mopi, et vous avez la partie de Kidal, de Tombouctou qui est prise entre les mains du FLA. Donc vous avez le duo FLA au nord, le GNIM et les groupes armés révolutionnaires qui ne sont pas du GNIM, mais qui sont affiliés au GNIM, qui occupent et le centre, et le sud, et le nord-est du Mali. Ils représentent combien d'hommes? Parce que selon des observateurs avertis, on parle d'une 10 000 hommes, tout au plus, qui formeraient ces forces du GNIM. C'est d'ailleurs... c'est d'ailleurs pourquoi on se pose la question, pourquoi aujourd'hui les forces maliennes sont mises en échec par seulement une dizaine de milliers d'hommes. Est-ce que c'est une force d'organisation ou est-ce que c'est, comme vous le dites, ils sont renforcés aujourd'hui par une révolution qui est en train de se faire, une rébellion nationale de la part des Maliens, tout simplement? Je ne peux pas vous dire exactement le nombre de personnes qui composent. C'est une estimation, hein, ce n'est pas... Oui. Ils peuvent être le millier, voire plus, parce que c'est des dizaines, des centaines, voire des milliers de Maliens qui ne se reconnaissent pas dans cette gouvernance. Oui. Cette révolution se passe déjà au sein de l'armée nationale, qui ne se reconnaît pas en Goïta en tant que leader. Le leadership de Goïta est écorné, il n'est pas reconnu par les militaires maliens. C'est parce que les militaires ne veulent plus se battre et ont compris que quand un militaire malien meurt, il ne bénéficie pas du respect, de la dignité qui sied à l'enterrement d'un combattant. Et finalement, ils ont compris aussi que les ressources minières du Mali, l'or jaune du Mali est plutôt exploité à profit par Goïta et son clan et non pas par l'armée, et la population n'en bénéficie pas. Il y a eu tellement de gabegie et de corruption que l'armée a décidé de baisser les bras, et c'est dans cet élan, en plus des gens qui sont vexés, humiliés, qui ont vu leur famille tuée et massacrée, qui se sont joints au GNIM. Donc c'est une révolution nationale par des Maliens qui ont décidé de mettre en échec le système Goïta, et on voit Goïta étouffé pour aller à quelques dizaines de kilomètres de Bamako. Goïta ne peut plus aller par la route, il est obligé de prendre un hélicoptère, il demande aux Maliens de faire face au GNIM, quand lui-même il est gardé par plus d'une centaine de militaires maliens pour se rendre à quelques kilomètres de Bamako. Donc la peur a changé de camp,
c'est Goïta qui est plutôt étouffé, c'est lui qui a du mal à respirer, et les Maliens prient et craignent le chapelet pour que demain Goïta ne soit plus à la tête du Mali et que les Maliens arrivent à choisir leur candidat, à mettre en place l'homme qu'il veut sur la base des niveaux dispositifs institutionnels et dans le respect de la Constitution et de la loi de notre pays. Oui, revenir à un ordre constitutionnel, évidemment. Normal. Oui, normal. Donc, il faut dire que Goïta est désavoué à tout point de vue. Oui. Et il veut se cacher, jouer à la victime et demander au peuple malien d'être le bouc émissaire face au génie, quand lui-même il se bunkérise entre Kati et Bamako. Donc, c'est une lâcheté, c'est une fuite de responsabilité. Goïta aujourd'hui est de plus en plus décrié, il est impopulaire. Et mais est-ce que la situation est telle que ce serait la fin donc de ce régime de la junte au pouvoir? On parle aussi de la prise potentielle de Bamako par ces forces du JNIM. Certains disent que ce serait plutôt à moyen terme. D'autres l'infirment complètement. Qu'est-ce que vous en pensez? Le plus important, ce n'est pas que le JNIM prenne Bamako. Le JNIM a déjà une emprise sur une bonne partie du territoire malien, où des Maliens aujourd'hui sont étouffés. Mais la prise, pardonnez-moi, Ismaël Sanko, la prise de la capitale a toujours une symbolique extrêmement puissante. Oui, elle est symbolique parce que c'est là où est concentré le pouvoir central. Notre objectif, c'est que ce ne soit pas le JNIM qui prenne Bamako. Notre objectif, c'est que le JNIM, par les actions qu'il pose, et qu'il y ait une vraie révolution interne et que ce soit d'autres forces internes de Bamako qui prennent Bamako, bien entendu, avec des négociations avec le JNIM, pour qu'on puisse voir comment on peut mettre en place un vrai processus de reconstruction du Mali sur la base d'un dialogue franc, des pourparlers intermaliens et qu'on soit en phase avec la plupart des pays voisins avec lesquels aujourd'hui nous sommes en bisbille. L'objectif, donc, Bamako peut tomber demain, Bamako peut tomber dans 2-3 mois, je ne saurais dire le délai limite, mais aujourd'hui la situation est létale, elle est gravissime et Bamako tremble. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Notre souhait, c'est que nous puissions ensemble, en tant qu'acteurs politiques, travailler avec les Maliens de l'intérieur qui comprennent que leur Goïta est en train de tourner, qu'on tourne leur Goïta ensemble et qu'on pense à travailler pour un nouveau Mali sans Assimi Goïta et ses hommes qui ont quand même réussi à briser les piliers et les fondations de la société malienne. Goïta a réussi à humilier le Mali et les Maliens. C'est pourquoi les Maliens travaillent autrement, en pleine clandestinité, pour que Goïta ne soit plus à la tête du Mali. Nous conjuguons Goïta au passé, mais ce travail, c'est aussi de trouver les acteurs qui peuvent porter le Mali sur la base d'un projet qui sera un projet des Maliens, un projet consensuel. Et ce travail se fait avec doigté, se fait avec intelligence, il se fait avec tact. Oui. Revenir aussi à l'ordre constitutionnel après le possible, peut-être désormais, départ de Goïta et sa junte. Qu'est-ce qui resterait au Mali? Sur quelle base ce pays pourrait se reconstruire? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de chaos total après? C'est-à-dire que le pays est tellement affaibli sur le plan institutionnel, constitutionnel, politique et sécuritaire que même si cette junte s'effondrait, ce qui serait donc une bonne chose, qu'est-ce qui resterait pour reconstruire? Oui, déjà, nous travaillons pour que, entre les Maliens, on puisse rétablir la confiance. Goïta a perdu la confiance des Maliens. Si nous arrivons, avec l'ensemble des acteurs de la société civile, du monde religieux et politique, à faire corps et à créer les conditions d'une confiance et de mettre en place un système démocratique sur la base d'une transition civile qui ne sera pas longue et qui sera issue de la volonté du peuple malien, nous allons réussir ensemble, à pacifier le pays sur la base des discussions et des pourparlers avec les groupes armés et surtout le FLA au nord, et aller vers un calendrier électoral qui permettra au retour à l'ordre constitutionnel normal. Maintenant, le chaos, nous ne pensons pas que le Mali qui est dans un état abîmé, qui se trouve dans un bourbier, va continuer à rester dans cette situation qui est létale. Un Mali fragmenté, un Mali divisé, les Maliens dispersés, exilés, emprisonnés. Cette situation doit changer. On doit redonner une nouvelle image des Mali
apaisé, qui se construit, qui se réconcilie, des Mali qui se met au travail debout, des Mali qui exploitent les ressources du sous-sol naturel, et un Malien qui vit de la rente, de la production et de la productivité de son travail, du labeur. Et à partir de ce moment-là, que nous allons, un, nous mettre au travail, deux, faire en sorte que les piliers brisés sous Goïta, nous puissions les réparer. On les réparera avec tous les Maliens qui se reconnaissent autour des Mali, une justice forte au service du peuple malien et non pas une justice au service d'un homme. Donc le Mali qui est en chaos aujourd'hui va se reconstruire avec l'ensemble des fils de ce pays-là. Oui. Il a les ressources en tout cas pour le faire. Et c'est tout. Nous avons le génie nécessaire. Oui, effectivement. Monsieur Sako, je vous remercie. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Paris. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais vous demander une réaction sur ce qui a été dit, donc sur la situation au Mali. Adine Chafaoui. Oui, bon, je salue M. Sako au passage. Bon, il a entièrement raison sur le constat de la situation. La situation est très grave. Bon, il a juste omis de rappeler que le coup d'État de 2020 et de 2021, bon, il faut rappeler qu'il y a eu deux coups d'État. Deux coups d'État entre 2020 et 2021. Le Mali a vécu depuis son indépendance en 1960 jusqu'à 2021 5 coups d'État. Donc pratiquement chaque 12 ans et demi, vous avez un coup d'État. Donc voilà, c'est pour faire le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur cette difficulté. Mais les choses ne sont jamais arrivées à ce point. Oui, parce que... Il y a toujours eu une reprise des oui, parce qu'avant, il n'y avait pas le terrorisme. Bon, là, il y a la donne terroriste qui change. Et je me souviens qu'en 2021, lors du deuxième coup d'État, Assimi Goïta et son groupe avaient justifié donc, le coup d'État par la situation sécuritaire désastreuse que vivait à l'époque le Mali. Et donc, lors de son accession au pouvoir, lors de sa prise du pouvoir, il avait promis de rétablir très très vite la sécurité. On se rend compte que 4 ans, 5 ans après, nous sommes loin des promesses qu'il avait faites. Bien au contraire, aujourd'hui, on assiste à une descente aux enfers du Mali. Qui l'eût cru? Alors, jamais Bamako, la capitale malienne, n'avait été placée sous blocus. Alors, la capitale est sous blocus depuis le mois d'août. Donc, elle est encerclée. Mais est-ce que ce sont ces forces armées qui sont puissantes ou est-ce que ce sont les forces régulières, enfin le gouvernement en place, qui est faible? Alors, il y a deux explications. Moi, je pense que d'abord, Assimi Goïta et les siens se sont complètement trompés dans l'évaluation de la situation lorsqu'ils ont décidé en 2023 de chasser la MINUSMA, forte de 11 000 hommes. La MINUSMA, c'est la force onusienne qui était chargée de stabiliser un petit peu le Mali, etc. Parce qu'ils se sont basés sur des forces étrangères présentes. Oui, alors qu'on décide de mettre dehors des puissances étrangères, à la limite, ça peut se comprendre pour des questions de souveraineté, etc. Mais que l'on décide comme ça, de but en blanc, de chasser 11 000 hommes de la mission onusienne, et tout le monde, beaucoup de spécialistes avaient prévenu que ça allait créer un vide sécuritaire que l'armée malienne ne pouvait pas ou que l'armée malienne n'allait pas combler. Et bon, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. L'armée malienne... Vous parlez de débâcle de l'armée malienne? Je parle de débâcle. Bon, l'armée malienne, entre 2013 et 2020, a été reconstruite, elle a été reformée, etc. Mais en 2020, 2021 ou 2023, elle n'était pas suffisamment forte pour justement suppléer au départ de la MINUSMA. Donc, de un. Et de deux, aujourd'hui, on se rend compte que depuis leur arrivée au pouvoir, l'agenda de la junte n'était pas de combattre le terrorisme. L'agenda prioritaire de la junte était de neutraliser d'abord les groupes politico-militaires du Nord. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont empressés de dénoncer l'accord de paix et de réconciliation de 2015. Et donc ils ne se sont pas occupés des groupes terroristes qui devaient constituer une priorité. Leur priorité était de neutraliser donc les anciens de la coordination des mouvements de l'Azawad, etc., qui sont aujourd'hui devenus le FLA, le Front de Libération de l'Azawad. Et donc, alors qu'ils ne constituaient pas une menace, du moment qu'ils avaient signé un accord de paix, ils étaient tenus par des accords. Donc, ils étaient dans une situation... Donc, bref,
Et sur le volet économique... Non, avant de passer au volet économique... Restons dans le sécuritaire. Oui, le sécuritaire est très important parce que c'est là où il y a le gros échec. Il faut souligner aussi que les forces maliennes, en tout cas au pouvoir, ont été lâchées par les forces étrangères présentes actuellement. Oui, ils ont ramené des mercenaires donc à la place des forces onusiennes qui étaient là. Mais aujourd'hui, ces forces qui sont présentes ne prennent plus part dans les combats, entre guillemets, je mets ça vraiment entre guillemets, avec les forces maliennes. Donc l'armée malienne se retrouve un peu seule. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui explique la débâcle sécuritaire, notamment au nord. Alors aujourd'hui, déjà avant qu'on parle de blocus, le blocus a commencé à la fin août 2025. Donc ça ne fait pas très longtemps depuis que ça a commencé. Mais on parle de Bamako, mais il y a aussi une autre ville qui est sous blocus depuis longtemps et dont on ne parle pas beaucoup, c'est Tombouctou. Oui. C'est Tombouctou, et la population de Tombouctou est en train de fuir massivement en Mauritanie. Actuellement, il y a 300 000 Maliens qui vivent en Mauritanie, donc qui ont fui les exactions, etc. Et les terroristes du JNIM ont assassiné une TikTokeuse assez célèbre. D'ailleurs, ça fait un peu le tour des réseaux sociaux. Oui, alors, là où je ne suis pas d'accord avec certains analystes, c'est dans l'objectif du JNIM. À mon sens, l'objectif du JNIF, ce n'est pas de prendre Bamako, c'est de l'encercler, c'est de placer la capitale sous blocus. D'abord, pour faire fuir la junte. Susciter le mécontentement de la population, on le sent, prouver l'échec de la junte et atteindre tranquillement que la junte tombe comme un fruit mûr. Donc les JNIM n'auraient pas d'agenda politique, selon vous? Si, il a un agenda politique. L'agenda politique, à mon sens, et selon certains spécialistes du Sahel et du Mali particulièrement, c'est de trouver un accord avec les autres forces politiques du pays pour s'entendre sur l'après-Goïta ou l'après-junte. Et cet agenda-là, je pense qu'il est en train de se mettre en place. L'idée est accréditée par les appels que l'on fait justement au retour de l'imam Diko qui pourrait... on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. On va donner la parole à Sami Kaïdi sur le sujet, votre sentiment aussi sur la situation au Mali. Voyez-vous, Samia Bachar, permettez-moi de parler de véritable gâchis. Car le Mali est un pays et le peuple malien est un peuple très proche de l'Algérie et des Algériens. Nous partageons un certain nombre de liens familiaux, de sang historique, etc. Et Assimi Goïta et la junte malienne a littéralement détruit ce pays-là. Le Mali connaissait sous Amadou Toumani Touré une véritable démocratisation, un début de relance économique avec des chiffres assez prometteurs, et tout est tombé tel un château de cartes. On voit bien que depuis 2012 et 2014, la situation n'a fait que finalement de s'empirer. Tout d'abord, il y a eu l'accord d'Alger. C'est un cadre onusien qui a permis de rétablir la paix, la réconciliation entre les Maliens. C'était un cadre assez ambitieux qui avait aussi une série d'objectifs qui étaient atteints les uns après les autres. Sauf que les coups d'État respectifs de 2020 et 2021 et la prise de pouvoir par la junte malienne a non seulement stoppé un début de réconciliation nationale et a jeté tout le Mali dans l'insécurité structurelle, voire même dans une crise profonde. Aujourd'hui, on parle du JNIM, de Bamako qui est encerclé, mais on oublie la situation dramatique au nord Mali, où de nombreux collectifs rapportent les exactions quotidiennes des droits humains, les assassinats. Plus de 355 Maliens ont été lâchement assassinés par les FAMA au nord Mali entre octobre 2024 et mars 2025, en 6 mois seulement. Donc on voit bien une détérioration structurelle. Alors que, rappelons-le, l'armée malienne avait misé sur la réponse sécuritaire finalement. Elle est venue... occultant toute perspective politique. Il y a eu, bien entendu, un jeu populiste de la part d'Assimi Goïta, dans la mesure où il est venu en parlant du tout sécuritaire. Et d'ailleurs, l'Algérie avait prévenu que ce n'est que
par le dialogue, ce n'est que par la réconciliation nationale, ce n'est que par une solution inclusive que l'on peut régler les problèmes internes et pas par d'autres, et pas par le tout sécuritaire. Aujourd'hui, on voit bien sur le terrain que... Donc c'est un retour à la case départ finalement. Mais c'est pire, c'est c'est l'échec total du tout sécuritaire, et Assimi Goïta ne s'est pas arrêté là car il joue constamment des sentiments du peuple malien en jouant sur cette fibre néo-panafricaine, et on voit bien qu'aujourd'hui, de quel panafricanisme on parle. Le Mali est isolé sur le plan régional aujourd'hui. Il a des problèmes avec la Mauritanie, avec notre pays, etc. La junte malienne a finalement mis... C'est un gros gâchis. Mais c'est un sacré gâchis, et aujourd'hui le Mali se retrouve dans une situation qui est plus que jamais inquiétante. Et qui peut nous impacter aussi. Bien sûr, et pas que, et qui peut impacter, je pense, l'ensemble de la sous-région, donc le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, il n'y a pas une semaine qui passe sans que, d'ailleurs, du côté sénégalais, où on ressent une inquiétude montée au Sénégal par la déstabilisation croissante du Mali, par sa situation qui risque de basculer vers des lendemains incertains et un chaos généralisé, d'autant plus qu'on était à quelques encablures d'un règlement entre le nord et le reste du pays. Aujourd'hui, c'est une fragmentation. Il faudrait reparler donc, du processus de paix d'Alger, l'accord d'Alger, communément appelé comme ça, signé en 2015. Là aussi, c'est un gros gâchis parce que on a cette junte au pouvoir qui a dénoncé, qui a rejeté tout simplement cet accord, qui aurait pu offrir une perspective politique et en tout cas éviter cette situation, la situation actuelle. Alors, est-ce qu'il y a l'espoir que les Maliens retournent après la disparition de cette junte, si donc elle se fait? Est-ce qu'il y a la possibilité de retourner à cet accord encore? Est-ce que les Maliens pourraient le reproposer? Oui, dans l'absolu, tout est possible. Il faudrait que selon les ce partis... qu'on voit, voilà, bien sûr, parce qu'il y a déjà eu 4 accords d'Alger depuis 1990. Oui, effectivement. Oui. Donc l'expertise algérienne dans la paix, dans le dialogue entre Maliens, elle est connue et reconnue. Oui, maintenant il faudrait aussi que les groupes politico-militaires du Nord veuillent aussi encore de l'accord d'Alger après ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont déclaré quelque chose sur l'accord? Ils ont attendu 5 ans pour qu'on applique les accords d'Alger et l'application n'est jamais venue. Donc aujourd'hui, ils sont dans une autre logique. On parlait tout à l'heure de la Somalie, on disait que la Somalie était un pays fragmenté, que État fédéral, que certains États avaient déjà proclamé leur indépendance. On risque d'assister à la même chose maintenant. Mais ça, oui, c'était avant la prise de pouvoir d'Assimi Goïta et sa junte. Est-ce que le Nord pourrait changer de vision après donc cette expérience avec la junte militaire? Alors pour le moment, la junte est toujours là. On ne sait pas combien de temps elle... Oui, on se projette. On se projette. Il faudrait un retour à l'ordre constitutionnel. Alors la junte, en arrivant tout à l'heure, on a abordé le volet sécuritaire. On a dit combien la gestion par la junte de la situation sécuritaire avait débouché sur une horrible faillite. C'est un zéro pointé sur toute la ligne. Il y a une confiscation des libertés politiques aussi, des droits politiques au Mali. Il n'y a plus de partis politiques, donc ils ont tous été dissous. Il n'y a plus de presse. Tout le monde est bâillonné. Il va falloir reconstruire tout ça aussi. Sako, que vous venez d'interviewer, le faisait à partir de l'étranger. Donc tous les opposants sont en exil aujourd'hui. Donc nous avons une vie politique, une situation qui est complètement plombée. Donc aujourd'hui, l'urgence, d'abord, ça serait de voir cette junte partir. Il faudrait que les Maliens, donc la colère commence à monter. Aujourd'hui, ici, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience de la junte que si elle persiste dans cette logique-là, le Mali risquerait de connaître des lendemains très incertains qui risqueraient aussi de déboucher sur une fragmentation du territoire malien. Donc, alors, juste pour vous dire qu'il y a certains opposants qui parlent depuis l'intérieur du territoire malien. Il y a cet ancien garde des Sceaux, Mamadou Ismaïla Konaté, qui a appelé à la démission de Assimi Goïta. Oui, aujourd'hui, l'urgence, c'est d'engager une nouvelle séquence. C'est-à-dire que la peur a changé, tout cas, c'est ce que disait
ça oui, la peur commence à changer de camp parce que là aussi, dès que les gens ont des velléités de contestation, elle est réprimée, jetée en prison, etc. Donc oui, aujourd'hui, il y a péril en la demeure. Et tout à l'heure, vous le disiez, la situation au Mali est en train d'impacter très lourdement les pays voisins, donc à commencer par le Burkina Faso, qui est déjà, bon là c'est un cas complètement à part aussi, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le sud de l'Algérie aussi, parce que nous avons une très longue frontière avec le Mali. Ce qui s'y passe, même si nous avons une armée qui surveille très étroitement la frontière, nous avons les moyens de notre politique, mais l'impact est toujours là. Le risque zéro, la menace est présente. Oui, le risque zéro n'existe pas. Vous avez aussi la Libye aussi qui est là. Donc, nous sommes sur un baril de poudre et aujourd'hui... Et donc toute cette déstabilisation viendrait du Mali, selon vous? Oui. Tous les groupes sont liés, quelque part. Oui, maintenant, idéologiquement... Tout à l'heure, je parlais d'arc de crise, qui va de la mer Rouge jusqu'au Sénégal. Aujourd'hui, tout est lié. Il suffit d'enlever un petit élément pour que tout l'édifice s'écroule. Tout ça parce que vous avez des gens qui sont assoiffés de pouvoir. Les gens, Assimi Goïta et les siens, ne sont pas venus au pouvoir pour bâtir, mais pour se servir. Ils ont pour ça utilisé ce que vous avez appelé tout à l'heure le panafricanisme de façade. Oui. Mais ça pourrait être un tournant. Et le néo-souverainisme aussi, parce que finalement... La politique d'Assimi Goïta a été présentée comme un néo-souverainisme, alors qu'en réalité, on s'aperçoit que 5 ans après, les richesses du Mali, notamment les richesses aurifères, sont bradées pour des puissances étrangères et vendues finalement à prix... Enfin, je veux dire, voilà, c'est exorbitant, effectivement. Voilà, et c'est le bradage des richesses naturelles du Mali. Donc, on est à des années-lumière, si je puis dire, de cette volonté de reconquête d'une souveraineté nationale, d'une souveraineté économique. Donc, c'est la grande faillite. On peut imaginer que cette junte au pouvoir ne partirait que par finalement la violence, malheureusement. Elle ne partirait pas d'elle-même, c'est ce que je veux dire. Oui, mais si on fait un peu un retour sur l'histoire du Mali, on a vu que c'est un pays qui est aussi traversé par une instabilité institutionnelle chronique et les gouvernements maliens dure rarement. Et là, je pense qu'on est, au niveau de la situation actuelle à Bamako et dans le reste du Mali, devant un tournant historique. Et je pense qu'on se rapproche incontestablement de la fin de cette junte qui a fait beaucoup de mal à ce pays voisin et qui, aujourd'hui, malheureusement a trahi l'espoir de tout un peuple et les espérances de toute une jeunesse. Plus est. On va passer à la troisième thématique ce soir. Je vous le disais, une guerre par procuration, un génocide et un nettoyage ethnique, ainsi que le pillage des ressources du pays. Tout cela est organisé notamment dans la région d'El Fasher, la capitale du nord du Darfour, capitale assiégée par les forces de soutien rapide, armées financées depuis l'étranger. Les traces des atrocités qui y sont quotidiennement commises sont visibles depuis l'espace, avec des mares de sang et des centaines de corps qui jonchent les terres soudanaises. Voilà ce qui se passe au Soudan actuellement. Et avec nous, par téléphone, Badis Khnissa, analyste et spécialiste des relations internationales. Bonsoir Badis, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors, on va augmenter un petit peu le son parce qu'on vous entend à peine. Alors, réuni au Canada, le G7 a qualifié la situation au Soudan de plus grande crise humanitaire au monde sans y apporter des propositions urgentes pour y mettre fin. Et quand on parle d'urgente, c'est maintenant, c'est même pas dans une semaine, tellement la tragédie est grande. Crise humanitaire, c'est une façon de ne pas nommer ce qui se passe au Soudan et particulièrement à El Fasher. C'est bien ça ? Oui, vous soulignez un point très important d'ailleurs, c'est un peu le cœur du sujet, c'est qu'aujourd'hui nous faisons face à une espèce de catégorisation des souffrances à travers le monde. Je rappelle que le Soudan, c'est depuis 2023, la crise latente et aujourd'hui la famine et le chaos, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, règnent et nous avons une population qui se compte par millions, qui souffre aujourd'hui de famine, qui souffre
crise alimentaire, mais pire que ça, qui souffre d'exactions génocidaires de la part des forces de soutien rapide. Donc oui, effectivement, le G7 a cligné des yeux, on va dire. Marco Rubio, d'ailleurs, lui-même avait informé qu'il fallait maintenant faire cesser effectivement les soutiens, puisque cette guerre par procuration, comme vous l'avez souligné à juste titre, continue grâce effectivement à ce soutien sibyllin pernicieux pour des intérêts, je dirais, partagés, des intérêts notamment économiques, des intérêts géostratégiques. Vous avez évoqué tout à l'heure le sujet du Mali. Le Mali, le Soudan, c'est la même quête, c'est le même projet. C'est la Corne d'Afrique, c'est le corridor entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. C'est un pays qui a plus de 7 pays frontaliers notamment. C'est aussi des mannes notamment de richesses aurifères, pétrolières. Donc vous voyez bien qu'effectivement il y a en même temps une espèce de déliquescence de la part de l'ONU, du Conseil de sécurité, de la communauté internationale. Je rappelle qu'il a fallu que l'Algérie, qui s'inscrit dans sa diplomatie d'éco-juste, diplomatie justement bienveillante aux côtés des peuples opprimés, là où ils souffrent et là où ils se trouvent, qui, aux côtés de certains pays, avait demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité qui a remis, on va dire, le Soudan dans l'agenda du Conseil de sécurité. Donc, il y a une urgence effectivement, mais le vrai sujet, c'est comment endiguer cette guerre par procuration, comment couper les vivres, entre parenthèses, quand on sait que, pas plus tard qu'il y a quelques jours, un convoi de logistique venant de la Libye, financé par les Émirats arabes unis, effectivement, pour un soutien logistique aux forces de soutien rapide, c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire, c'est là où effectivement il y a besoin d'établir une certaine asphyxie de ce financement, de ce soutien. Et c'est pourquoi Marco Rubio, d'ailleurs, l'a prononcé à demi-mot, sans pour autant citer les pays, mais il avait effectivement rappelé qu'il est temps de faire arrêter les soutiens étrangers. Et on revient encore une fois à cette fameuse rhétorique qui est celle de l'ingérence de certaines forces étrangères dans aujourd'hui le FSR et le simple proxy. Oui, alors ces FSR, ils étaient mieux connus sous le nom donc, des Janjaouides. Ils sont derrière ces massacres qui sont perpétrés au Darfour. Il y a ce phénomène et il est très comparable un peu à ce qui a été fait à Gaza avec les forces d'occupation terroristes. Vous savez, des soldats terroristes donc qui se mettaient en avant sur les réseaux sociaux et qui montraient les exactions ou parfois les massacres, les bombardements qui ont jubilé même sur les réseaux sociaux. Et on retrouve un peu ce même phénomène avec les FSR aujourd'hui. Alors, est-ce que les FSR sont... on a garanti aux FSR une forme d'impunité comme on le garantit aujourd'hui aux forces d'occupation sionistes? Je comprends une chose, aujourd'hui le FSR, sur le terrain militaire, effectivement, même si ça reste une force paramilitaire, il fait face à une force d'armée régulière, notamment celle du Soudan. Donc, je rappelle le basculement de Al-Fasher, qui lui montre effectivement que cette force peut gagner des positions stratégiques, notamment même les périphéries du Darfour, à savoir la région du Cordovan. Donc, vous voyez bien qu'effectivement, cela, en même temps, fragilise les forces armées régulières et donne un certain sentiment de puissance et effectivement d'impunité pour la bonne et simple raison que cette force se voit déjà au pied de Khartoum, se voit déjà reprendre le pouvoir, puisque c'est une question depuis la chute de Omar al-Bashir en 2019, il y a cette guerre de pouvoir notamment, et aujourd'hui incarnée par, encore une fois, un proxy, encore une fois, un élément, un pion, j'ai envie de vous dire, qui aujourd'hui sème le chaos, sème la mort, et il n'hésite pas, comme vous l'avez dit, à le documenter. Donc documenter pour demain, monter des dossiers effectivement au sein de la CPI, au sein du TPI, au sein du CIJ. Le CIJ d'ailleurs, la Cour internationale de justice, si vous me permettez, qui a été saisie au mois de mars 2025 par le Soudan, justement pour mettre en exergue les accointances, la collusion, mais surtout la participation au génocide des Émirats arabes unis. Bon, au mois de mai, effectivement, le CIJ avait rendu sa réponse comme quoi qu'il était dans l'incompétence effectivement de pouvoir gérer ce dossier, mais cela vous donne une direction, cela vous donne une orientation notamment, d'abord
par le peuple victime, le pays victime, l'État victime, à savoir le Soudan, qui sait pertinemment qui tire les ficelles. Donc oui, il y a un même modus operandi. Vous faites bien effectivement de souligner cette similarité, cette analogie entre l'entité sionisme et les FSR, puisqu'il y a un trait d'union qui s'appelle effectivement des pays étrangers qui font de l'ingérence à travers encore une fois, du pillage organisé et structuré, à travers un chaos organisé également pour arriver vers une partition, vers un découpage. Je rappelle que le Soudan, avant, c'était un Soudan unifié. Aujourd'hui, vous avez le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Oui, dont le Soudan du Nord, aujourd'hui, est en train de subir effectivement le même mode opératoire. Justement, alors le projet de disloquer complètement, de finir de disloquer le Soudan est toujours présent. Ce qui n'a pas été fait en 2003 risque d'arriver aujourd'hui, c'est-à-dire amputer davantage le Soudan, donc du Nord, de sa partie du Darfour. C'est un vieux projet finalement. Tout à fait, qui refait surface, mais surtout qu'aujourd'hui, qui a des allures, notamment une dynamique soutenue. Encore une fois, certains acteurs, notamment belligérants étrangers, ne lésinent pas sur les moyens. Encore une fois, on parle d'un FSR aujourd'hui qui est une force paramilitaire, mais qui est digne d'une armée régulière, qui est armée de drones turcs, qui est armée d'armement dernier cri, et qui aujourd'hui fait face et même apporte un rapport de force, voire même parfois un rapport ascendant sur l'armée régulière. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, l'équation militaire n'est pas forcément équilibrée. Mais en même temps, vous avez une population démunie. On parle de plus de 12 millions de personnes déplacées depuis 2023. On parle effectivement quasiment de plus de 51% de la population qui vit une sécurité, une crise alimentaire notamment. Donc on voit qu'il y a une déliquescence, on voit qu'il y a un pays dans une chute organisée, méthodiquement structurée, pour la bonne et simple raison, vous l'avez dit, effectivement, un objectif qui est le découpage. Mais vous savez ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant la partition ou le découpage territorial du Soudan, c'est que la position géographique et géostratégique du Soudan, je l'ai rappelé tout à l'heure, effectivement, pays frontalier avec sept pays, donc vous avez ce risque majeur qui est celui de la contagion, de la contamination, de l'internationalisation, de l'importation de ce conflit vers des pays limitrophes, frontaliers notamment. Mais pas que, vous avez aussi le Soudan comme pays charnière, notamment entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord, donc un véritable corridor commercial qui s'installe notamment dans cette région, qui demain verront effectivement un blocage en continu. Donc, diminution des investissements directs, donc crise latente économique, sociale et sociétale, donc une chute programmée du pays, mais pas que du pays, de la Corne de l'Afrique et même de tout le continent. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que le dessin se clarifie et s'éclaircit, j'ai envie de vous dire, à savoir, c'est le Soudan et le Mali ne sont que la porte d'entrée notamment vers un projet beaucoup plus pernicieux qui est celui de déstabiliser la région. Voir le pays, effectivement. Merci beaucoup, Bedi Srnissa. Merci pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes analyste et spécialiste des relations internationales. Zine Charfaoui, un mot donc, sur cette situation, évidemment, qui est totalement fabriquée. Au Soudan, il n'y a pas de guerre civile. Il y a des groupes qui sont armés, qui sont financés directement ou indirectement, et qui agissent pour le compte donc de puissances régionales et internationales. Et donc, quel est le projet selon vous? Oui, alors, il faut dire que les Soudanais ont prêté le flanc aussi, parce qu'il faut remettre un peu le sujet dans son contexte. C'est-à-dire? Alors, vous avez Omar al-Bashir qui est resté 30 ans au pouvoir. Oui. Il n'a été chassé, il n'en est parti que par la force. Il a fallu que les gens sortent dehors pour le pousser à partir en 2018. Donc, après, on sait qu'il sera poursuivi par la justice internationale. Et donc pendant 30 ans, il n'a rien fait du tout, si ce n'est qu'il a favorisé justement la fragmentation de son pays, l'émiettement de son pays, ce qui a abouti en 2011 donc au morcellement du Soudan par la création du Soudan du Sud. D'ailleurs, moi je prévois des conflits entre le Soudan et le Soudan du Sud, puisque la frontière n'est pas encore correctement dessinée. Il y a encore la région d'Abéi, par exemple, très pétrolière d'ailleurs, comme par hasard. Donc on n'a pas encore fini de dessiner la frontière. Donc là, c'est une manière de préparer les conflits de demain.
Mais bon, donc en 2019, je disais, Omar Bachir part, donc on met en place une autorité de transition. Les gens qui sont sortis dehors s'attendaient à ce que donc leurs revendications soient prises en charge. Au lieu de cela, on a deux généraux qui se disputent le pouvoir, donc Al-Burhan et Hemeti. Et donc, depuis 2023. Oui, depuis 2023. Moi, personnellement, je me suis trompé sur le Soudan. Je pensais que Hemeti et Al-Burhan allaient s'entendre. Et donc, finalement, non, ils se sont... Travaillent ensemble, à la base, donc... Oui. Donc, mais finalement... Et c'est là où il y a la main étrangère. Il y en a un qui a voulu prendre le pouvoir à lui tout seul. Oui. Et donc, c'est ce qui, aujourd'hui, est à l'origine. Moi, je voulais le dire d'abord. À la base, oui. Le problème est d'abord interne. Le problème, c'est les dictatures. Le problème, c'est les gens qui veulent prendre le pouvoir à eux tout seuls. Et c'est ce qui, justement, ouvre la voie, ouvre la brèche aux ingérences, aux guerres par procuration, aux guerres d'influence, etc. Et donc, la guerre d'influence la guerre par procuration dont vous parlez, c'est greffé à un problème qui existait déjà. Donc au lieu d'aller dans le sens des revendications de la population, au lieu de mettre en place un système égalitaire, un pouvoir égalitaire où les gens... On revient même à 1956 avec l'arrivée de Jafar Noumeiri au pouvoir, qui voulait absolument islamiser les populations chrétiennes du Sud de force. Et donc c'est ce qui a commencé à créer justement les fractures entre... Et depuis 1956, c'est ce qui a donné 2011, donc la création du Soudan du Sud. C'est un pays qui n'a jamais vraiment été au lieu de stable. Créer des systèmes c'est bien inclusifs. Ça, juste pour décrire un peu ce pays qui n'a jamais... Et dont on a peut-être aggravé les différents et les... Peut-être aussi les ingérences se greffent sur les fractures, que les pouvoirs en place créent eux-mêmes. Le problème du Soudan a été la graine, en fait, c'est Jafar Noumeiri qui l'a plantée. Qui l'a planté en menant à tout prix des guerres contre les populations chrétiennes du Sud, animistes, etc. Au lieu de créer des systèmes inclusifs où tout le monde pourrait trouver sa place, etc., dans le respect de tous, on a voulu créer, uniformiser, mettre tout le monde sur le même truc, etc. Et ça crée des guerres civiles, ça crée justement les catastrophes que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous, qu'en plus donc du problème interne, ils se sont greffés justement, il y a des appétits de puissance, etc., qui n'attendaient que cela, que cette occasion-là. Oui, mais pourquoi ce retour au projet du Darfour? Le Darfour a été finalement oublié depuis près d'une vingtaine d'années. Pourquoi aujourd'hui il y a cette reconcentration de ces groupes armés? Et on parle d'un nettoyage ethnique, d'un génocide. Il y a donc la volonté de peut-être finalement couper le Darfour. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des richesses aussi au Darfour, extrêmement importantes, des ressources. Alors, le Soudan, c'est d'abord un accès à la mer Rouge, qui est stratégique. Le Soudan, c'est du pétrole. Le Soudan, c'est le Nil bleu, le Nil blanc, c'est l'eau. L'eau, et d'ailleurs, derrière l'eau, il y a... C'est les terres les plus fertiles, probablement les terres les plus fertiles d'Afrique. Mais c'est surtout aussi l'or, l'uranium, etc. Et il y a des pays qui n'ont pas de terres arables, qui ont une appétence pour l'achat de terres, etc., qui ont une appétence pour... Et ce sont ces pays-là qui veulent créer des pays de substitution parce que leur pays est un désert, ils ne peuvent rien y faire, puis rien y planter, etc. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de conquérir de nouveaux territoires. Pas rien qu'au Soudan d'ailleurs. Il y a un an, on parlait de redécoupage du monde. On est aujourd'hui en plein redécoupage du monde. Aujourd'hui, donc, alors les conditions de la stabilité du Soudan n'ont jamais existé en réalité. On s'est toujours arrangé que certains pays, ou pour que certains pays très riches restent dans l'instabilité pour que dans le futur, on vienne les recoloniser, c'est le temps long, c'est des stratégies sur le temps long. C'est le cas du Congo, plusieurs puissances. Alors, il n'était pas question qu'une puissance remporte le Congo ou prenne le Congo à elle seule, et donc c'est plusieurs puissances qui, aujourd'hui, essayent de dépecer le Congo. C'est le cas de la Palestine, c'est le cas du Soudan, et c'est le cas de beaucoup d'autres pays. C'est un peu la même formule partout. Il reste 5 minutes. Sami Kaïdi, à vous. C'est exactement la même formule. Je voulais peut-être qu'on revienne aussi à la crise, la genèse de la crise du Darfour. La genèse, alors il y a eu une guerre, d'abord une guerre civile. Alors il faudrait donner aussi la parole. Oui, alors juste rapidement, c'est pour dire que le Soudan a vécu
3 grosses guerres civiles. Et la 4e, c'est celle du Darfour. Et là, on est en train d'en vivre une 5e, là. Hein. Voilà, parce que après celle de... Enfin, les germes de cette 5e oui, elle est là. Guerre civile... On la vit depuis 2023. Voilà, et puis elle prend sa source en 2003. Avec la forme, enfin l'ancêtre un peu des FSR qui étaient les Janjaweed et qui avaient perpétré des massacres, des humiliations, un véritable génocide et une épuration ethnique contre les minorités telles que les Fours, les Massalites, etc. Et donc c'est à partir de là donc, que la genèse du conflit et de la situation actuelle au Soudan prend en fait sa source. Et ça n'a fait que de créer aussi un ressentiment et des rancœurs. Parce que la première, ce qui s'est passé en 2003, c'est quand même 300 000 morts, c'est 3 millions de déplacés, c'est aussi une utilisation par des puissances étrangères. Il y a un véritable aussi complot aussi. Oui. Il suffit de revenir sur ce fameux grand Moyen-Orient et le plan sioniste Oded Yinon. Et là, on comprend en l'occurrence toute une stratégie machiavélique pour détruire cette région, une région quand même centrale également, à l'image de la Somalie avant, car le Soudan est dans une position géostratégique extrêmement importante, notamment avec le port de Port-Soudan. Oui. Alors, après les événements de 2003, on part sur cette base-là, et en 2023, donc il faut dire que le Soudan vit une guerre civile depuis 2 ans et demi, c'est une continuité en fait de ce qui s'est passé en 2003, car les FSR ont poursuivi 2 ans et demi durant leurs massacres, les violations les plus élémentaires des droits humains. Mais alors, les visées étaient dès le départ de contrôler le Darfour. C'est ce que vous dites. Essentiellement, mais pas que aussi. Parce qu'il y avait aussi un objectif il y a eu des batailles à Khartoum. À Khartoum également. Khartoum est aujourd'hui une ville complètement divisée. Voilà, la capitale est complètement divisée entre les FSR, etc. Ouais. Il y a des exactions. Il y a des exactions assez quotidiennes aussi au niveau de la capitale. Ouais. Et aujourd'hui, donc, bien que la situation s'est éparpillée au niveau de tout le pays, mais essentiellement, au début, c'était le Darfour. Et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant, c'est la violation claire, nette et précise de la résolution 2736 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamnait l'encerclement de la partie occidentale du Darfour, oui. Et qui a cédé malheureusement le 26 octobre dernier avec la prise d'El-Fasher après quand même 18 mois de blocus intense. Oui. Et là, c'est une violation claire et nette et précise du droit international. Et pour conclure, la situation ne cesse de s'empirer. En 2 ans et demi, il y a 150 000 morts et 12 millions de déplacés. 12 à 13 millions de déplacés et plus de la moitié de la population, soit entre 25 et 30 millions de Soudanais qui vivent une situation de pré-famine ou de famine. Merci beaucoup, Sami Kaidi, et merci à vous, Zine Sharfawi, merci à M. Mahfoud Koubi qui était avec nous, à Ismaël Sako qui était avec nous depuis Paris, et Disre Nissa également. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.